10 jours plus tard, les patriotes doivent fuir. Ils doivent fuir parce qu'ils sont couchés sur des mandats d'arrestation. Ils doivent s'en aller. Ils sauvent, mais ils ne sauvent pas vraiment. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se réfugier à la campagne. Et à la campagne, on verra si on résiste et tout le reste. Et dans mon chemin faisant, rencontre mon capitaine. Dans mon chemin faisant, rencontre mon capitaine. Mon capitaine m'a dit, où vas-tu mon ami, là-bas dans ces ballons? C'est tout simple. Le chemin que vous avez là, il existait déjà en 1837. Les Britanniques qui ont marché toute la nuit au milieu de la pluie et de la neige fondue, tu sais, un beau temps de la fin novembre, là, sont arrivés ici exténués, gelés, vers 8h15. Ils se sont immédiatement déployés. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de marcher à la file indienne et ils ont commencé à s'étendre vers la gauche, vers les champs, vers l'intérieur. Ici, la forêt était toute proche à ce moment-là, c'est bien qu'ils vont être quand même assez à l'étroit. Parce que Wilfred Nelson a déployé ses hommes dans 2 maisons fortifiées qui se trouvent de l'autre côté de la rue. On va aller voir dans quelques instants. La première qu'il voit, c'est la maison Saint-Germain, une veuve qui a une solide maison, à peu près aussi imposante que la maison basse que vous avez visitée. Derrière, la distillerie de Wilfred Nelson. Eh oui, il fait de l'alcool. Que voulez-vous? Alors, si bien que dans ces 2 maisons-là, il y a environ 130 hommes, mais au tout et pour tout, à peu près 40 fusils. Alors, il va y aller de sa célèbre citation. C'est pas grave, vous n'aurez qu'à prendre les fusils de ceux qui mourront. Ce dont on est sûr, c'est qu'ils n'ont qu'une seule pièce d'artillerie avec eux, un 6-pound howitzer, un petit obusier. Ils vont l'installer là où vous avez la grange argent, où on est en train d'étendre du linge. On est environ à 150 mètres de la maison qu'on bombarde. Il y a un seul coup qui va porter, le premier. Il rentre à l'intérieur de la maison Saint-Germain exactement par la fenêtre. Tu sais, le coup bardeux, comme on dit, qui va tuer sur le coup 3 patriotes. Oh. Le coup est dur. Dès 8h30, on a 3 pertes de vie chez les Patriotes. Le coup marque. Ça sera cependant le seul coup qui va marquer. Vous savez, c'est des boulets. Alors, littéralement, ils rebondissent autrement sur la maison. Et qu'on semble parti en somme pour voir c'est qui va manquer de balles le premier. Vous doutez bien, c'est vers qui que ça va se tourner. Alors, Wilfred Nelson commence à, disons, à être stressé vers 11h30 midi, lorsqu'il ordonne à certains de ses hommes, donc Georges-Étienne Cartier, d'aller de l'autre côté du Richelieu à vitesse, à bord d'une barque, et d'aller chercher toutes les munitions et les armes qu'il peut trouver. Georges-Étienne Cartier revient à bord d'un bac, non seulement avec des armes, vers 2h30, non seulement avec des armes et des munitions, mais également 110 hommes, qu'il était ramassé à Contrecoeur, Saint-Antoine et Verchères. Ces renforts-là vont complètement transformer le sort de la bataille. Et immédiatement, il peut relayer ces hommes. Ce sont des vrais hommes avec des vrais fusils qui vont désormais pouvoir prendre les forces armées britanniques de revers. Là, Gord se dit, attention, il y a une nouvelle donne, mes hommes sont épuisés, ça fait quand même 7 heures qu'on se tire dessus sans résultat clair, si bien que vers 3 heures, il leur donne le retrait en bon ordre. Bon ordre, sauf qu'il laisse sur le champ 10 corps de soldats décédés, des armes en quantité et surtout son obusier. En d'autres mots, ça a été quand même un peu la panique du côté britannique. Ils vont retraiter en catastrophe vers Sorel et on ne leur reverra pas le nez d'ici d'eau. En d'autres mots, l'histoire qu'on a vue jusqu'à maintenant, bataille des Fils de la Liberté, puis la bataille de Longueuil, remportée contre toute attente par les Patriotes, puis le 23 novembre, à Saint-Denis, nouvelle défaite de l'armée britannique devant des Patriotes à peine organisés. À Toronto, Montréal et Londres, on se pose juste une question à ce moment-là. What is happening? Et c'est très clair qu'il y a eu un frisson de panique qui a pu traverser les capitales anglo-saxonnes à ce moment-là. La réponse, on va l'avoir 2 jours plus tard à la bataille de Saint-Charles. Tenant mon père, voilà la scène que j'ai aimée. Si je savais que ça fut elle, de ma colère, je la tuerais. Et autrement, le muret que vous voyez là, c'est tout ce qui reste de la grande enceinte qui faisait tout le tour de l'édifice. Donc, on va essentiellement installer une palissade, une plateforme à même la porte, qui faisait à peu près 4 mètres de profondeur avec 5 trappes. Tout va bien se dérouler dans l'ensemble, sauf à la dernière où notre cher ami Narbonne avait la mauvaise idée d'être un manchot. Alors, essayer d'attacher dans le dos les mains d'un manchot, c'est surhumain. Alors, effectivement, il tentait de retenir la corde pour éviter d'être pendu.
finalement, c'est à coup de croche sur la tête qu'on va réussir à lui faire changer de feu. Mais pour le reste, les pendaisons ont profondément marqué l'imaginaire, surtout que les gens ne savaient pas qu'ils allaient être pendus jusqu'à la veille, à toute veille de l'exécution. 99 condamnés à mort. C'est à quoi on arrive à la mi-décembre. Donc, il y a 3 exécutions, mais tout à coup, 15 février, on arrête de tuer des gens. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Imaginez, vous êtes condamné à mort, vous attendez votre exécution qui ne vient pas. C'est finalement plus de 8 mois plus tard qu'on leur apprend, un beau jour de septembre, peut-être comme aujourd'hui, qu'ils ne vont non pas être pendus, mais ils vont être déportés en Australie.